Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. À la une de cette édition, l'Union africaine a envoyé 100 observateurs des droits de l'homme et 100 observateurs militaires au Burundi, a déclaré le président sud-africain samedi, après un voyage dans ce pays qui connaît sa pire crise depuis la fin de la guerre civile il y a 10 ans. Jacob Zuma a fait un discours au nom de la délégation des chefs d'État africains qu'il dirige. Il n'a toutefois pas mentionné la date du déploiement de ses observateurs. 400 personnes ont été tuées dans le pays depuis avril. Le gouvernement du Burundi s'est engagé comme suite. Le gouvernement va continuer à prendre des mesures pour commencer à ouvrir l'espace pour l'activité politique pour le peuple du Burundi et permettre la liberté des médias. L'Union africaine va déployer 100 observateurs des droits de l'homme pour surveiller le déroulement de la situation. La décision d'envoyer des observateurs suggère un compromis avec le président burundais Pierre Nkurunziza, qui a provoqué la crise en avril en annonçant qu'il se représentait à un troisième mandat. Il a gagné les élections en juillet et provoqué des manifestations violentes. La nouvelle initiative est bien moins ambitieuse que le plan initial de l'UA d'envoyer 5000 soldats de maintien de la paix, refusé par le gouvernement Nkurunziza. Les détails de la nouvelle mission ne sont pas clairs. Les diplomates disent que d'autres observateurs envoyés cette année ont été bloqués, incapables de sortir de leurs hôtels car le Burundi avait refusé de signer le mémorandum les autorisant à agir. Le gouvernement ougandais a balayé les critiques sur les récentes élections présidentielles, disant que les accusations n'étaient pas justifiées. Le secrétaire général Ban Ki-moon a cette semaine soutenu les inquiétudes des observateurs internationaux pour qui les élections ont manqué de transparence. Le gouvernement ougandais dit avoir effectué une élection légitime malgré les critiques internationales. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, est le dernier en date à avoir exprimé ses inquiétudes sur les défauts et les irrégularités dans les élections ougandaises. Nous pensons que les élections maintenant terminées ont respecté les critères d'une élection libre et juste. Les campagnes étaient libres, tout comme le scrutin et le décompte. Yoweri Museveni a remporté les élections de la semaine dernière avec une majorité de 60,5%. Mais les observateurs ont critiqué le gouvernement ougandais pour avoir utilisé les forces de sécurité contre les candidats et les partisans de l'opposition. Le leader de l'opposition et candidat aux élections, Kizza Besigye, a été arrêté puis libéré à plusieurs reprises la semaine dernière. L'acte présidentiel demande 10 jours pour qu'une pétition donne quelque chose. Mais ce dont nous sommes témoins depuis l'annonce, c'est que Besigye a été tenu et qu'il est privé d'avocat. L'ONU demande aux autorités ougandaises de s'assurer que les inquiétudes liées aux élections soient gérées d'une manière juste, rapide et transparente. Personne, que ce soit un candidat à la présidentielle ou autre, n'est au-dessus de la loi. Il incombe à M. Besigye de se soumettre aux lois du pays. S'il y a des actions qu'il considère irrégulières, les tribunaux de loi du pays sont ouverts. Le président Museveni prendra ses fonctions pour un 5e mandat en mai, mais les inquiétudes autour de sa réélection pourraient avoir un impact sur sa relation avec l'ONU et l'Union européenne, et d'aucuns prédisent que les choses entre eux pourraient s'envenimer durant les prochaines années. Les avocats du leader de l'opposition ougandaise, Kizza Besigye, ont déclaré être prêts à contester les résultats de la récente élection présidentielle qui a vu la large victoire du président Yoweri Museveni. Un autre blocus policier dans la capitale ougandaise, Kampala. L'ancien Premier ministre ougandais et également candidat à la présidentielle, Amama Mbabazi, s'est vu empêché de rejoindre le leader de l'opposition, le docteur Kizza Besigye. La police lui a donné l'ordre de rentrer chez lui. La police a reçu des renseignements selon lesquels ma vie serait en danger si je me rendais chez le docteur Besigye. Le docteur Besigye n'est pas mon ennemi. Si la police détenait cette information, il aurait été préférable qu'elle l'ait partagée avec moi avant.
Quelques heures plus tard, le maire élu de Kampala s'est également vu interdire l'accès au logement du docteur Besigye. Le docteur Besigye, qui s'est présenté 4 fois à la présidentielle, a été plusieurs fois détenu puis relâché après l'annonce des résultats du scrutin de 2016. Il affirme que les résultats ont été truqués et demeure actuellement en résidence surveillée. Ils veulent le garder en détention, car ils lui ont volé sa victoire. Mais selon la police, le docteur Besigye aurait planifié d'organiser des manifestations violentes dans la capitale. Une équipe d'avocats a été rassemblée pour contester les résultats du scrutin présidentiel et les arrestations des membres des partis d'opposition. Le président ougandais Yoweri Museveni a remporté l'élection, prolongeant ainsi ses 30 années de règne. Son parti a exhorté les membres des partis d'opposition d'avoir recours à des moyens légaux. Le principal parti de l'opposition ougandaise maintient sa position qui est de rejeter les résultats de l'élection présidentielle. Leur espoir se trouve à présent dans les tribunaux, mais certains analystes ont d'ores et déjà décrit que cette voie serait difficile. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a célébré son 92e anniversaire avec une fête luxueuse et très haute en couleur. Reportage. Des milliers de gens ont été reçus pour l'occasion avec de la musique et des danses dans la ville de Masvingo, sud-est du pays, à 300 km de la capitale Harare. Le dirigeant a déclaré que son gouvernement allait tout faire pour inverser la courbe de la faim dans le pays. Mais l'opposition a critiqué cette réception luxueuse. La province de Masvingo est en effet l'une des zones les plus touchées par la sécheresse. Mais M. Mugabe a aussi promis de réunir son parti, le ZANU-PF, pour discuter de sa succession. Le factionnalisme, et je répète, le factionnalisme n'a pas lieu d'être. Il n'y a aucune place pour le factionnalisme dans notre parti, le ZANU-PF. Il ne devrait pas pouvoir exister. Le Zimbabwe risque de se retrouver sans électricité en raison d'une baisse du niveau des réserves d'eau du barrage hydroélectrique de Kariba. La société d'électricité du Zimbabwe a déclaré que la production énergétique pourrait s'arrêter d'ici 6 mois à moins que de fortes pluies fassent leur apparition. Le niveau d'eau de la plus grande source d'énergie du Zimbabwe ont baissé de 477 mètres à peine 1,65 mètres au-dessus du seuil minimum nécessaire à la production d'électricité. Cela représente le niveau le plus bas enregistré au barrage depuis la pure sécheresse qui a touché le Zimbabwe en 1992. La baisse des réserves d'eau a déjà entraîné une diminution de la production d'électricité à Kariba de 750 MW à 285. Les faibles niveaux d'eau aggravent une situation déjà déplorable et menacent la relance des secteurs industriels en déclin. De plus, pour que le Zimbabwe puisse attirer de nouveaux investissements, un approvisionnement fiable en électricité est primordial. Que faites-vous quand vous avez un apport limité en énergie? Le ministère de l'Énergie et du Développement énergétique essaie de sous-traiter la production énergétique et d'avoir des centrales électriques et thermiques privées. Cependant, ces solutions ne sont applicables qu'à long terme. ZESA a indiqué que son plan pour éviter cette crise imminente est d'importer 300 MW d'électricité de l'Afrique du Sud et 40 MW du Mozambique. Aujourd'hui, la demande d'énergie du Zimbabwe est de 2200 MW par jour. À l'heure actuelle, les centrales thermiques et hydroélectriques produisent 1355 MW d'électricité. L'année dernière, le projet d'expansion de la centrale hydroélectricité de Kariba Sud a été commandé et sera réalisé par la société chinoise Sino Hydro Power. Ce projet, qui s'élève à 533 millions de dollars, contribuera à accroître la production énergétique de 300 MW d'ici 2018. Le président nigérian Muhammadu Buhari s'est rendu au Moyen-Orient pour discuter d'une baisse de la production de pétrole brut par les pays membres de l'OPEP. Cette visite pourrait être la plus importante depuis que Buhari est devenu président du Nigeria l'année dernière. Cet accord devait se conclure par une réduction de la production qui favoriserait la remontée des cours du pétrole brut.
C'est peut-être la visite la plus importante du président du premier producteur africain de pétrole. La première étape de sa tournée dans le Golfe est l'Arabie Saoudite qui joue un rôle important au sein de l'OPEP. Bouhari espère convaincre l'Arabie Saoudite et le Qatar que geler la production de pétrole permettrait de stabiliser les prix mondiaux du pétrole brut. Toutefois, l'Arabie Saoudite a refusé de baisser sa production pour stimuler les prix du pétrole brut. Avançons juste qu'elle perdra des parts de marché si ses concurrents ne suivent pas cette même politique de réduction. Avant le départ du président Bouhari du Nigeria, son gouvernement a fixé la production de pétrole à 2,2 millions de barils par jour. De l'instant où le président nigérian est entré en fonction, son administration a donné l'alerte rouge concernant les coffres vides de l'État. L'économie que le président Bouhari a héritée continue de souffrir de la chute des prix du pétrole brut. Qu'apporte la mobilisation des membres de l'OPEP au Nigeria? Gardez à l'esprit que le budget est basé sur un prix de référence de 38 $ le baril. Les prix du pétrole brut sont passés en dessous de cette référence. Nous avons donc un énorme déficit qui doit être financé au-delà des prix du pétrole. Même avec un baril à 38 $, il y avait un déficit de près de 2,2 milliards de naira qui a dû être financé. Maintenant, les prix du pétrole ont chuté en dessous de 38 $ le baril, ce qui signifie que le déficit budgétaire est plus important. Les ventes de pétrole brut représentent 95% de nos réserves en dollars. Donc si les cours de pétrole continuent d'être aussi bas, la monnaie nationale du Nigeria, le Naira, va continuer de baisser. Cependant, convaincre le pays membre le plus important de l'OPEP, l'Arabie Saoudite, de réduire sa production s'avère très compliqué pour le président Bouhari. Les Saoudiens n'ont pas l'intention de réduire la production. Le ministre saoudien du pétrole a annoncé mercredi que l'Arabie Saoudite n'entend pas réduire la production de pétrole. Immédiatement après l'annonce, les cours du pétrole sont montés à 33 $. Tandis que les discussions sur le gel de la production ont débuté, les observateurs de l'industrie pensent toutefois qu'il existe un terrain d'entente pour un gel de la production. C'est un bon début. Ce que les pays de l'OPEP doivent faire, c'est de regarder leur production et prendre les mesures appropriées pour stabiliser les cours du pétrole. Ils souffrent tous de la chute des prix du pétrole, mais que l'Arabie Saoudite, premier exportateur mondial, ait donné son accord de principe pour un gel de la production est un pas en avant. Les pays membres de l'OPEP représentent 40% de la production mondiale de pétrole brut et 73% des réserves pétrolières mondiales connues sont détenues par l'OPEP, faisant de ce bloc celui qui influence les prix mondiaux du pétrole. Bouhari pourrait terminer sa visite avec ou sans accord. Une autre opportunité s'offre toutefois à lui. Il s'agira d'utiliser sa stratégie de gel de la production au prochain sommet de l'OPEP, le mois prochain au Qatar. L'Union africaine a lancé les négociations mercredi dernier à Addis Abeba en vue d'établir une zone de libre-échange en Afrique. La réunion vise à élaborer un accord commercial mutuellement bénéfique pour les États membres impliqués dans le processus. Cet accord repose sur l'intégration des marchés africains, mais aussi la stimulation d'au moins 15 à 30% des échanges au sein de la région au cours de la prochaine décennie. 26 pays ont déjà envisagé d'adopter le pacte. L'UA vise à établir une zone de libre-échange qui sera opérationnelle à partir de 2017. Les chefs d'État et de gouvernement de l'UA ont lancé en juin 2015 les négociations en vue d'établir une zone de libre-échange continentale. La réunion à Addis Abeba se termine vendredi. Cela est très important pour l'Afrique, c'est du travail sérieux. Les négociateurs en chef du pays impliqué sont allés à Addis pour négocier la zone de libre-échange continentale. Ils vont donc adopter le règlement intérieur, les principes directeurs ainsi que la feuille de route pour les négociations. C'est un grand moment. On aura des obstacles à surmonter, mais nous réussirons. Bon de nombre de choses ont été réalisées sur le plan de l'adoption des documents clés lors du sommet des chefs d'État en juin dernier à Johannesburg. Et donc cette semaine à Addis, nous nous rencontrons pour une première session du forum de négociation de la zone et mettre en œuvre le programme qui s'est terminé par l'adoption de ces documents. Je suis content que nos chefs d'État aient insisté sur le fait que les négociations doivent être conclues d'ici 2017. Ils ne voulaient pas prolonger les discussions au-delà de cette date. Nous devons nous diriger vers cette Afrique de libre-échange. Nous devons utiliser l'union douanière pour faciliter les échanges.
Nous avons besoin d'un marché commun et de rejoindre une communauté économique. Cela est notre objectif, nous devons donc atteindre ce stade le plus vite possible. Les gros salaires sud-africains vont être de nouveau lourdement taxés en Afrique du Sud. Un amendement à la loi fiscale a été annoncé mercredi par le ministre des Finances du pays, Pravin Gordhan. Avec une croissance prévue de 0,9% cette année, le ministre tente de trouver d'autres sources de revenus. La plupart des analystes pensent que la nouvelle fiscalité est équilibrée. Une taxe a été instituée sur le sucre pour améliorer la santé. Les cigarettes et l'alcool prennent 8,5% et le carburant augmente de 30 cents. La TVA, qui s'applique à presque tous les biens, ne change pas. La TVA est une taxe régressive. Une augmentation générale de la TVA pourrait avoir un effet dévastateur sur de nombreuses classes socio-économiques inférieures. Les pauvres paient un peu moins d'impôts, mais les riches en paieront plus. Nous devons trouver l'argent pour remettre de l'équilibre dans les comptes. Alors, où le trouver? La taxe sur les entreprises ne peut pas être augmentée car cela risque de faire fuir les investisseurs. Les taxes sur les dividendes, le ministre ne veut pas y toucher. Encore une fois, pour les investisseurs, le seul endroit où trouver de l'argent, c'est chez les plus riches. Une décision qui devrait, selon les analystes, avoir un impact à long terme. Les impôts aident à court terme. L'Afrique du Sud a un taux d'épargne négatif. Ces taxes nouvelles qui sont introduites comprennent les taxes sur les gains des capitaux, comme une hausse des actions en bourse ou la vente d'une maison. Tout cela risque de faire fuir les investisseurs sur le long terme. Le ministre a aussi prévenu les éventuels fraudeurs. Le nouveau système mis en place par les pays du G20 et de l'OCDE met en place un partage des informations fiscales et prendra effet l'an prochain. Les multinationales et les particuliers riches auront peu d'endroits où se cacher. Les organisations représentant les pauvres saluent les nouvelles mesures et profitent de l'occasion pour faire un peu d'humour. Nous n'avons pas de problème, nous n'avons rien caché nulle part. Je pense que les criminels de l'ANC sont ceux qui doivent profiter de l'amnistie fiscale et déclarer leurs comptes offshore et l'argent qu'ils ont reçu en cash. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a lancé au Caire le plan intitulé Égypte Vision 2030. Le programme a pour but de formuler un projet de développement durable basé sur la jeunesse du pays. Il sera mis en œuvre quels que soient les changements de gouvernement ou de présidence. Cette stratégie a aussi pour objectif de redonner à l'Égypte son rôle historique de leader du monde arabe et d'apporter des conditions de vie décentes à ses citoyens. La population égyptienne pourrait presque doubler d'ici 2030. Et c'est pourquoi le plan Égypte Vision 2030 a été lancé pour s'assurer que l'économie puisse survenir à cette augmentation vertigineuse de la population. 15 ans d'avance, c'est raisonnable quand on compare avec la stratégie de développement de l'Union africaine qui se projette jusqu'en 2063. La stratégie égyptienne est globale et comprend 10 points dont les plus importants sont l'éducation et la santé. Le gouvernement prévoit aussi de tirer bénéfice d'une population dont les 2/3 sont des jeunes. Il va encourager les jeunes à rejoindre les petites et moyennes entreprises. Nous allons complètement réorganiser le système de prêts dans le secteur financier. Nos banques publiques ont des actifs d'État pour près de 600 milliards de livres, 90 milliards de dollars. Nous avons donné l'ordre que dorénavant, avec ces 600 milliards de livres, l'objectif prioritaire de ces banques sera de prêter l'argent aux petites et moyennes entreprises. Notre objectif, c'est le développement et c'est de servir la jeunesse égyptienne. Le président égyptien est convaincu qu'il faut améliorer les conditions de vie des plus pauvres. 50% de l'Égypte, c'est des bidonvilles. Et on veut me parler de justice sociale? Nous avons 4500 villages pauvres en Égypte. Si nous ne faisons rien maintenant, nous aurons 35 000 villages pauvres dans 15 ans. Les représentants du gouvernement parlent de projets d'infrastructures à des centaines de milliards de dollars qui seraient en cours de réalisation. Mais le président a rappelé que le terrorisme avait nui au progrès. Ceux qui frappent le tourisme en Égypte, pourquoi font-ils ça? Ils le font pour que les gens se révoltent.
Le secteur du tourisme a apporté 14 milliards de dollars de revenus et nous avons besoin de chacun de ces dollars pour financer nos besoins les plus fondamentaux. L'Égypte s'attend à doubler son PIB en 10 ans en visant une croissance annuelle de 7,5%. C'est un plan très ambitieux, sachant que des secteurs vitaux comme le tourisme et l'industrie ont récemment connu des pertes très lourdes. La Coupe du monde de pentathlon a lieu en ce moment au Caire, en Égypte, signalant le début de la saison de qualification pour les Jeux Olympiques. Seuls 36 pentathlètes venus du monde entier pourront se rendre à Rio de Janeiro. Les meilleurs pentathlètes mondiaux se trouvent réunis au Caire. Plus de 200 d'entre eux sont venus mesurer leur niveau et concourir contre les tout meilleurs. Et toute leur attention est fixée sur un seul objectif. Tout tourne autour des Jeux Olympiques. Tous les athlètes vont se battre pour le moindre point. Les athlètes tentent de se qualifier, donc la différence peut se jouer sur un seul point. Ils le savent, donc ils se battent pour le moindre point. L'Égypte est la première étape de la saison de qualification olympique. Le Caire représente donc la première opportunité pour tous ces athlètes de relâcher leur enthousiasme. Rio de Janeiro peut faire de l'Égypte une compétition excitante, mais c'est loin d'être décisif. Cette étape offre un maximum de 60 points aux meilleurs concurrents, et pour se qualifier, il en faut au moins 120. Les événements les plus décisifs seront la finale de la Coupe du Monde et les championnats du monde. Car cela offre davantage de points, ils doivent se rendre à cette compétition à Rio dans 2 semaines afin de se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde et les championnats du monde. Donc pour tous ceux qui ne sont pas encore qualifiés, ils devront se qualifier à partir de leur classement et aller en finale. L'Égypte est donc la première des 3 étapes de la compétition. Pour toutes ces compétitions de pentathlon, chaque équipe nationale pourra choisir seulement 3 de leurs meilleurs scores qui compteront pour les JO. C'est une épreuve qui non seulement oppose les pays les uns aux autres, mais qui pousse également les coéquipiers les uns contre les autres. C'est une compétition très forte entre moi et mes coéquipiers. En fait, l'un de mes coéquipiers est mon propre frère, Amro El-Gheziri, et il est classé 4e au monde. J'ai également un autre coéquipier, Yasser Enfi. Il est champion du monde junior. Chaque pays ne peut envoyer que 2 pentathlètes, et nous comptons également dans nos rangs le champion d'Afrique, Islam Hamid. Donc nous luttons pour 2 places. Seulement 36 pentathlètes pourront participer aux Jeux Olympiques. C'est ce qui rend cette année particulièrement importante pour ce sport. Les conservateurs ougandais s'inquiètent du déclin de la population de chimpanzés dans le pays en raison de l'activité humaine. Les humains poussent les chimpanzés à fuir leur habitat et à être exposés aux braconniers. Les chimpanzés sont recueillis dans des lieux comme ce sanctuaire du centre de l'Ouganda. La mère et l'enfant, cette femelle chimpanzé a été sauvée des braconniers. Le nouveau-né porte à 49 la population de ce sanctuaire. Les conservateurs disent que c'est un petit pourcentage de cette espèce en danger. L'Ouganda abrite 5000 chimpanzés dans la nature et c'est pourquoi notre attention se porte envers ces espèces en danger. Si nous ne faisons pas ce qu'il faut, nous risquons de les perdre dans quelques années. La pression augmente sur les ressources naturelles et cela explique la diminution du nombre de chimpanzés. Et à mesure que la forêt disparaît, les animaux sont plus vulnérables face aux braconniers. Les conservateurs regardent aussi la possibilité de travailler avec des communautés avant de réintégrer les chimpanzés dans leur habitat naturel. Le seul plan que nous ayons est de les réintroduire dans la nature, mais ils se sont déshabitués. Il est difficile de les réintroduire comme ça, loin des communautés humaines. En 2012, les autorités du Soudan du Sud ont intercepté 4 chimpanzés en transit vers le Moyen-Orient. Ils ont depuis été intégrés au sanctuaire. Notre but est de garantir qu'ils sont à l'abri dans leur habitat naturel. Et nous ne voulons pas conserver ce sanctuaire pendant trop longtemps. J'espère qu'un jour, ils seront tous retournés dans la nature. Mais la lutte doit continuer et les chimpanzés continueront encore longtemps à vivre dans ce sanctuaire, faute de mieux.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et à très bientôt sur CCTV Français.